bienvenue à tous pour ce webinaire où il va être question donc des compétences transversales et des open badges, donc qui est une des modalités pour permettre de reconnaître, de valoriser les compétences. Donc on a 3 intervenants aujourd'hui, donc Jacques Bretodeau du CAFOC qui va intervenir sur la partie compétences notamment, Fabien Pacro de la DRAF et Sandrine Violette du campus des métiers et des qualifications des métiers du luxe de la mode. Donc, je laisse la parole à Fabien pour commencer sur les fonctions de chat. Il va vous expliquer comment on va procéder. Et puis ensuite, c'est Jacques qui va prendre la suite. Voilà, donc bonjour tout le monde. Donc, je viens de partager mon écran et vous avez normalement dans le chat, en fait, ou converser, ça dépend de la version de Zoom que vous avez. Donc, vous avez un lien, en fait, qui donne accès, en fait, à ce pad, voilà, que vous voyez à l'écran. Et là, on va vous inviter, en fait, à tous cliquer, en fait, sur ce lien pour arriver sur ce pad et d'inscrire ici votre nom et prénom, en fait, ici. Ça peut servir, en fait, pour nous, en fait, pour le reporting, là, ce que disait Bertrand tout à l'heure. Et l'autre intérêt en fait de ce pad va être de vous permettre en fait d'écrire vos questions en fait ici parce qu'on va être 3 intervenants à intervenir on va faire des présentations qui vont durer à peu près 15 minutes chacun. Et l'idée, c'est quand vous avez des questions, comme on est assez nombreux, ça va être difficile de tous les poser à l'oral. Donc, vous écrivez vos questions ici et comme ça, on pourra y répondre juste à la fin de nos présentations. Et même, je pense que Bertrand va le rappeler tout à l'heure, mais on va s'engager tous, en fait, à répondre à vos questions ici, même en dehors du webinaire. Voilà, donc c'est l'occasion pour vous de poser vos questions et vous aurez une réponse, même si c'est cet après-midi ou demain. Voilà, donc je vois qu'il y en a qui ont déjà commencé à écrire ici là, leur nom, prénom. Voilà, donc vous pouvez tous en faire de même. Voilà. Est-ce que, écoute, c'est bon pour moi? Je pense qu'on peut peut-être attendre que tout le monde… Donc là, il y a 15 personnes sur le pad. Voilà, et dans la partie de droite, si vous le souhaitez, vous pouvez écrire votre nom, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Okay. Sinon, les micros sont coupés pour tout le monde, a priori. Oui. Voilà. Si vraiment vous le souhaitez prendre la parole, vous pouvez activer votre micro, mais on vous demande, pendant les présentations de tout le monde, de le laisser couper pour éviter tous les bruits de fond. Ok, donc effectivement pour la première partie de ce webinaire, c'est Jacques Bretodeau du CAFOC qui va intervenir pour un petit peu nous rappeler les enjeux concernant les compétences transversales, de quoi on parle, et puis nous donner un petit peu des éléments d'actualité sur ce champ des compétences transversales où on en est aujourd'hui. Alors bonjour à tous. Alors effectivement, je vais engager ce webinaire en essayant de définir la notion de compétence transversale. Voilà. Alors, sachant que l'actualité sur les compétences transversales, elle est de fait assez active, puisque avec la situation auquel on est confronté, on parle beaucoup de la possession de compétences transversales. Je vais essayer d'y revenir à travers mon intervention. Alors, dans un premier temps, pourquoi on s'intéresse à cette notion de compétence transversale ou quel est l'enjeu autour de la notion de compétence transversale? Eh bien, en fait, cet enjeu n'est pas nouveau. Je vais juste faire référence à une note d'analyse qui s'intitule « Compétences transversales et compétences transférables des compétences qui facilitent les mobilités professionnelles », qui est une note d'analyse, donc la numéro 219, qui avait été faite par le Centre d'analyse stratégique, qui est devenu France Stratégie, en avril 2011, donc il y a presque 10 ans, et qui, dans cette note d'analyse, faisait très bien le lien entre compétences transversales et mobilité professionnelle, sous-entendu
les personnes qui possèdent ces fameuses compétences transversales que je vais essayer de définir juste après, sécurisent leur parcours professionnel, ou en tout cas le fait de posséder des compétences transversales favorise les mobilités professionnelles. Donc, c'est un moyen de sécuriser les parcours professionnels. Deuxième chose, c'est dans compétences transversales, il y a compétences et il y a transversales. Donc, alors, la notion de compétence vous avez autant de définitions de la notion de compétence que vous avez d'experts qui s'intéressent à la notion de compétence. Par contre, il y a quand même des grandes tendances qui se dégagent. Et aujourd'hui, on peut dire, en tout cas, nous, c'est la définition que l'on donne à la compétence. On peut dire qu'une compétence est un savoir-agir prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources, ces ressources pouvant être des ressources internes, des savoirs, des capacités cognitives, des capacités métacognitives, des savoir-faire relationnels, des savoir-faire procéduraux, des ressources physiologiques, des ressources émotionnelles. Donc, en partie la mobilisation de ressources internes et en partie la mobilisation de ressources externes, c'est-à-dire des logiciels, des banques de données, des ressources de commentaires, des membres d'un collectif dans lequel je travaille, des moyens de l'environnement professionnel. Donc, compétences, savoir-agir prenant appui sur la mobilisation et la combinaison efficace d'une variété de ressources internes et externes à l'intérieur d'une situation dans un contexte donné. C'est-à-dire que la compétence, elle est bien située et la compétence est liée à des contextes donnés. Donc voilà pour la précision sur la notion de compétence. Après, derrière compétences transversales, qu'est-ce que l'on met je vais m'appuyer en fait sur une définition, du moins, sur un élément qui a été précisé en avril 2003 dans une revue qui s'appelle Travail et Changement, une revue de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, qui en fait définit 4 types de compétences mises en œuvre dans une activité professionnelle. Et les 4 types de compétences qui sont mises en œuvre dans une activité professionnelle, l'ANACT les distingue de la manière suivante. Il y a les compétences techniques, donc en disant que tout métier repose sur une maîtrise technique du métier, qui se subdivise en 3 éléments fondamentaux: les connaissances et méthodes liées au métier et les savoir-faire liés à l'expérience. Deuxième type de compétences, ce sont des compétences d'organisation. Donc, l'ANACT précise qu'en plus de la maîtrise technique de son métier, la capacité à organiser son propre travail ou de s'organiser avec d'autres de manière à aboutir à la performance dans des délais et la qualité attendus. Troisième type de compétences, des compétences relationnelles, qui sont les capacités d'établir et de maintenir des relations efficaces et de travailler en relation avec d'autres interlocuteurs, internes ou externes, pour toujours aboutir à la performance. Et quatrième type de compétences, ce sont des compétences d'adaptation, donc qui correspondent à la capacité à intégrer des changements, capacité à renouveler l'adaptation à son métier, à l'environnement, aux situations rencontrées et à s'inscrire dans une évolution de ses méthodes de travail. Et selon la vision qui est proposée par l'ANACT, donc l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, en fait, les compétences transversales intègrent les 3 domaines de compétences non techniques: organisation, relationnelle et d'adaptation. Donc, on peut définir la compétence transversale à partir de cette définition, où on peut ajouter que, en fait, les compétences transversales sont des compétences mobilisables dans différentes situations professionnelles. Cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient mobilisées dans toutes les situations professionnelles. Donc, il y a 5 dimensions, organisationnelle, relationnelle et capacité d'adaptation.
je ferai dans la définition de la compétence que j'ai proposée tout à l'heure et dans le complément que j'apporte sur les compétences transversales, en fait, il y a un terme qui est beaucoup utilisé aujourd'hui. On parle beaucoup de soft skills, avec la difficulté qu'on a de faire le lien entre des approches anglophones et des approches francophones. En fait, essayez d'aller sur un traducteur français-anglais ou anglais-français et tapez skills. Si vous tapez skills, vous aurez la correspondance avec compétences. Si vous tapez competencies, qui est un autre terme utilisé alors peu utilisé, mais qui est un autre terme utilisé par les anglophones, on obtient aussi compétences. D'accord ? Donc, quelle différence on peut faire ou pas entre les soft skills et les compétences ? De notre point de vue, en fait, les soft skills correspondent plus à des ressources. C'est-à-dire, je reviens sur la définition de compétence. La compétence est un savoir agir permettant de mobiliser des ressources internes et des ressources externes. Les soft skills sur les ressources internes, du moins, sont, de notre point de vue, des ressources internes. D'accord. Donc, compétences transversales mises en œuvre dans plusieurs situations professionnelles sans pour autant être mise en œuvre sur toutes les situations professionnelles. 3 dimensions, organisation relationnelle et adaptation ou adaptabilité. Et la notion de soft skills est plus liée à des ressources internes, donc plus liée à des notions de savoir ou de savoir ou de savoir-faire, voire des comportements. C'est la distinction qu'on vous propose de faire sur les compétences transversales. Après, la notion de compétence transversale, depuis le début de mon propos, en fait, j'ai surtout ramené la notion de transversalité à la notion de situation professionnelle. En fait, beaucoup d'experts disent que la compétence, elle s'observe, elle se traduit dans les situations professionnelles. Si ce n'est que lorsqu'on parle de situation de compétences transversales, en fait, qu'est-ce qu'on met derrière la notion de transversalité? Et en fait, dans notre discours, la notion de transversalité, il y a trois approches qui peuvent être derrière cette notion de transversalité. C'est-à-dire, il peut y avoir une approche générique, c'est-à-dire en fait, ça concerne toutes les situations rencontrées par les individus dans tous les contextes, contexte personnel, contexte sociaux, contexte social, contexte professionnel. Donc, on a une notion de transversalité sur toutes les situations qu'un individu peut rencontrer. Et dans ce cadre-là, les compétences transversales, on les assimile souvent à des compétences de base, des compétences clés. Ensuite, il peut y avoir une transversalité autour de plusieurs métiers, c'est-à-dire la compétence transversale, la transversalité se fait sur plusieurs métiers, soit à l'intérieur d'un secteur professionnel, soit à l'intérieur de plusieurs secteurs professionnels. Et puis enfin, il y a la transversalité liée aux situations professionnelles, c'est-à-dire à l'intérieur d'un même métier, il y a des compétences transversales qui sont mises en œuvre dans plusieurs situations professionnelles, sans pour autant se mettre en œuvre dans l'ensemble des situations professionnelles. Voilà si on essaie de préciser en fait la notion de compétence transversale, la majeure partie de la question se pose dans la définition de la compétence, qu'est-ce qu'on met derrière compétence, et dans la notion de transversalité, où effectivement, selon les interlocuteurs, on ne parle pas toujours de la même notion de transversalité, c'est-à-dire la transversalité, elle se fait par rapport sur quel contexte se fait cette notion de transversalité. D'accord ?
J'espère que je suis à peu près clair dans ce que j'essaie d'énoncer. Et pour conclure mon propos, et du coup, je vais être parfaitement, je crois, dans le timing. En fait, en termes de conclusion, je vais me permettre de dire que, en fait, l'entrée compétence, elle permet en fait d'objectiver et d'entrer plus précisément parce que l'individu fait et non parce que l'individu est. Et un des enjeux, c'est la reconnaissance des compétences transversales. Et pour vous donner des exemples, en fait, je vous ai cité quatre termes. Utiliser les codes sociaux liés au contexte professionnel. Là, on est bien dans une entrée compétence, verbe d'action, sur quoi on agit et dans quel cadre on agit. Et puis, je vous ai mis trois autres termes qu'on peut avoir comme référence. Fiabilité, impliqué, ponctualité. On voit bien que là, on est sur l'étude du comportement. Donc, on est sur l'étude de ce qu'est l'individu. Est-il fiable? Est-il impliqué? Est-il ponctuel? Alors que si j'ai une entrée compétence, utiliser les codes sociaux liés au contexte professionnel, on est bien sur comment il agit dans la situation. Donc, on essaie d'objectiver sur ce qu'il fait et non pas sur ce qu'il est. Et un des dangers, en tout cas, c'est Jacques Breteau qui parle, mais un des dangers, c'est justement, en particulier dans la notion de soft skills qui est beaucoup utilisée, c'est justement de juger sur ce que les personnes sont et non pas sur ce qu'ils sont en capacité de faire dans des situations professionnelles. Voilà pour essayer de repréciser en tout cas la notion de compétence transversale et faire le lien avec des termes qui sont largement utilisés. La difficulté est que tous ces termes-là sont un peu mélangés et on a du mal à avoir une définition précise et commune de la notion de compétence transversale. Et ce qui pose la question aussi de la reconnaissance, et je laisserai la parole aux autres intervenants, mais ce qui pose la question de la reconnaissance, c'est aussi la question de la référentialisation des compétences transversales. C'est-à-dire, en fait, il n'y a pas de référentiel commun. Derrière compétences transversales, on peut mettre, excusez-moi l'expression, tout et n'importe quoi. Et il n'y a pas véritablement de référentiel commun. Alors, même si il y a un certain nombre de choses qui se passent en particulier sur le territoire français, on a du mal à avoir un référentiel un peu commun de ces compétences transversales, en particulier en situation professionnelle. Voilà, je m'arrête là. Merci Jacques. Juste le temps de donner la parole à Fabien, je vous propose de participer à un petit jeu rapide. On vous a, avec le lien d'inscription, proposé de suivre un module pour découvrir les Open Badges en préambule, je dirais, à ce webinaire. Je vous propose, on va faire un 1, 2, 3 chaté, c'est-à-dire vous préparez votre réponse dans le chat et vous faites entrer tous en même temps et vous nous dites si vous avez pu ou pas suivre ce module 1 de découverte des Open Badges. Je vous donne le top, vous pouvez préparer votre réponse dans le chat et ça va permettre justement à Fabien et Sandrine qui prennent la suite de voir un petit peu votre niveau de connaissance des Open Badges, justement. Ah ben voilà, c'est parti, les réponses. C'est assez partagé, hein. Il y en a qui ont eu le temps, il y en a qui n'ont pas eu le temps, visiblement. Donc voilà, ça vous donne un petit peu des clés. Il y a une première réponse une première question, pardon, même deux premières questions dans le Framapad. Donc une qui pose la question, est-ce que la notion d'Open Badge est corrélée entièrement à celle des compétences transversales?
Et puis, une autre peut-être qui va plus te concerner, Jacques, l'utilisation du terme de compétences comportementales serait donc à proscrire car jugeant des qualités personnelles. Est-ce que là-dessus, tu peux nous donner un éclairage, Jacques? Oui, oui, alors on parle beaucoup de compétences sociales ou de compétences comportementales. Moi, c'est effectivement, euh, bon, c'est des termes que j'ai tendance à bannir. Voilà, parce qu'on s'intéresse. Alors, c'est difficile d'objectiver ces compétences-là. C'est difficile de les nommer parce que à chaque fois, tu vois, c'est quel verbe d'action je mets, sur quoi j'agis et comment je peux agir. C'est du moins, c'est la formalisation d'une compétence et on a beaucoup de mal à les traduire sous cette forme-là quand on parle de compétences comportementales ou de compétences sociales. Et vous avez un certain nombre d'experts qui se sont intéressés à ça. Je fais une référence, je m'écarte peut-être un peu, mais je fais une référence à une étude qui avait été menée par Catherine Gay dans le cadre des commissions professionnelles consultatives. Donc, les commissions professionnelles consultatives sont les commissions qui élaborent les diplômes. Alors là, c'était sur des commissions professionnelles consultatives de l'éducation nationale qui, en 2002, avaient fait une étude sur l'intégration des compétences justement sociales et comportementales dans les référentiels d'évaluation des diplômes de l'éducation nationale. Et la conclusion de Catherine Gay était de dire on a beaucoup de mal à objectiver ces compétences et même à les nommer. D'accord ? Parce qu'on est plus effectivement sur ce que l'individu est plutôt que sur ce qu'il est en capacité de faire dans une situation. Je ne sais pas si je réponds totalement à la question, mais c'est des éléments de réponse. Ok, merci. Fabien, je te laisse la suite pour nous parler donc des open badges avec, tu vois, un niveau de connaissance pour les uns et les autres qui est peut-être assez différent, donc pouvoir redire brièvement de quoi il s'agit. Ok, eh ben, ça va faire une belle transition avec ce que vient de dire Jacques. Donc là, je vais vous présenter un petit peu le fonctionnement et les buts et objectifs en fait des open badges. Je m'appuie sur un diaporama qui a été fait par Patrice Petitqueux, donc de l'association Reconnaître, avec ce diaporama qui a été fait en fait à plusieurs mains, voilà, entre autres. Quelles sont nos problématiques? Donc, ça va faire le lien avec ce que vient de dire Jacques. C'est la visibilité en fait des apprentissages informels. Et donc, il y a des études qui montrent que tout au cours de notre expérience professionnelle, en fait, on a beaucoup de visibilité sur les apprentissages formels, en fait, qui sont liés à nos diplômes, etc. Mais tout ce qui touche autour des apprentissages informels, en fait, on a très, très peu de visibilité. Donc ça, c'est un modèle, donc le modèle 90-10%, est surtout valable plus on avance dans le temps et plus on a de l'expérience. Voilà. Et le ratio est peut-être un peu à revoir. En fait, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, en fait, pour quelqu'un qui est en période scolaire ou qui sort de l'école, quoi. Voilà, donc c'est un petit peu, on pourrait faire le parallèle avec les CV qu'on a l'habitude d'utiliser et la fameuse section divers, en fait, voilà, qui pourrait refléter en fait tout ce qui est compétences transversales et informelles, qui est très peu visible. Voilà. Donc ça, c'est une des problématiques. Donc les autres problématiques qui nous questionnent donc sont comment rendre visibles et vérifiables donc ces apprentissages informels, voilà. Comment valoriser les compétences sociales et humaines? Donc là, ça fait le lien avec ce que vient de dire Jacques juste avant. Comment répondre à l'évolution rapide des métiers et des compétences? Comment rendre visibles des compétences et des talents d'une organisation, d'une communauté ou d'un territoire ou d'une personne? Comment encourager le développement de la formation tout au long de la vie? Et comment valoriser en fait les parcours individuels de tout à chacun. Voilà.
Donc ça, c'est toutes ces problématiques qui nous questionnent depuis longtemps, et pour faire le lien aussi avec toutes les compétences transversales. Et donc, le concept de l'Open Badge, en fait, l'Open Badge, en fait, est un outil au service de la reconnaissance et qui a pour ambition, en fait, de répondre à beaucoup de ces problématiques. Alors, qu'est-ce qu'un Open Badge? Un Open Badge, je pense que vous avez tous des téléphones portables et vous prenez tous des photos avec. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que lorsque vous prenez une photo, en plus de l'image, vous avez écrit en fait à l'intérieur de cette image. Donc, il y a des données donc, qui sont écrites en fait à l'intérieur de ces images. Donc, lorsque vous prenez une photo, donc c'est des données qui sont liées à la date, l'heure, etc., à la géolocalisation. Et donc, ces données, en fait, c'est ce qu'on appelle donc les métadonnées. Et c'est sur ce concept technique, donc qui est extrêmement simple, donc une image avec des données en fait à l'intérieur, sur lequel on va s'appuyer en fait pour développer donc ce nouveau système en fait de reconnaissance qui s'appuie en fait sur les badges qui sont en fait des images, quoi. Alors par contre, on ne va pas écrire à l'intérieur de cette image, on ne va pas écrire des données qui sont liées à l'image, mais nous en fait donc le format Open Badge, donc qui est un format standard international, un format open source. Donc ça, c'est important en fait à préciser. Donc qu'est-ce qu'on va écrire à l'intérieur? Donc on aura le nom du badge, la description du badge, donc c'est-à-dire ce que reconnaît le badge. Donc ça, c'est une partie qui est très importante. Le critère d'attribution, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on a obtenu ce badge. Éventuellement, donc ça c'est facultatif dans le standard, mais on peut faire un lien vers des référentiels donc de compétences ou d'autres référentiels. On a, chose importante, le nom de l'émetteur qui a émis ce badge et aussi en facultatif dans des mots-clés. Voilà. Et donc ce badge, après, si Jacques Breteau là, reçoit un badge, donc il va recevoir un badge s'il reçoit de mon nom, donc le nom de l'émetteur, donc ça sera moi. Et donc ça sera écrit en fait son identité, c'est-à-dire que sur cette photo, donc sera écrit que le badge a été attribué à Jacques. Il y aura la date d'émission, il y aura la durée de validité et les preuves, c'est-à-dire quelles sont les preuves ou pas, parce que c'est facultatif, pour avoir obtenu ce badge. Voilà. Donc, le concept d'un Open Badge, en fait, tient en fait sur cette image et on se rend compte que juste avec cette base technologique qui est vraiment très simple, qui repose juste sur une image, et le fait d'écrire des données à l'intérieur, donc on va pouvoir avoir une multitude d'usages et comme ça travailler sur la reconnaissance. Voilà, donc ça c'est la représentation d'un badge lorsqu'on l'a reçu. Donc là, l'émetteur, donc c'est le dôme, en fait c'est un Fab Lab, voilà, pour le citer. Donc les bénéficiaires, donc là c'est Patrice Petitqueux. Donc là, nous allons retrouver le titre du badge, voilà, qui est là, avec son image. Donc toute la partie avec l'émetteur, l'émission, le bénéficiaire, etc. Ce que reconnaît le badge, les critères, le système de vérification, parce qu'un badge, il y a aussi une chose qui est quand même extrêmement importante, c'est qu'un badge est infalsifiable, voilà, et on peut toujours vérifier en fait la véracité du badge. Et donc après, il y a des données qui sont complémentaires, dont une qui est extrêmement importante, donc je vais en reparler tout à l'heure, donc qui sont en fait donc les endossements. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut reconnaître avec un badge? Donc, on peut reconnaître des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, des rôles. Voilà, donc ça peut être un rôle sur un projet, dans une association, dans une entreprise, etc. Donc, ça peut reconnaître en fait un projet, donc sa participation dans un projet. Des badges d'engagement, voilà. Des badges de contribution, donc sur un projet, sur un chantier, etc. Des badges de parcours en fait, qui sont liés en fait, à différentes étapes d'un parcours, des centres d'intérêt. Donc ça, typiquement, ça, c'est un badge sur l'enseignement agricole. Enfin, j'aime l'enseignement agricole. Donc, des badges de réalisation, des badges de soutien, de participation, d'appartenance, etc., etc.
Donc, on voit, en fait, là, vous commencez à voir un petit peu ce qui se dessine. C'est qu'en fait, avec ce concept d'image, avec des données écrites à l'intérieur, on va pouvoir les utiliser, enfin, utiliser ce concept d'open badge dans tout un tas de situations. Et on va pouvoir, comme ça, reconnaître tout un tas et puis, enfin, en fait, les utiliser dans beaucoup de cas d'usage. L'endossement. Donc, l'endossement d'un badge, c'est quoi? Donc, je vais aller directement, parce qu'on est un petit peu contraint en temps. Voilà, je vais vous montrer directement à quoi ça ressemble. Donc là, on retrouve donc la visualisation d'un badge qu'on a reçu. Et là, on voit que ce badge, en l'occurrence, il a 29 endossements. L'endossement, il peut être de différentes formes. C'est-à-dire, là, c'est un badge qui m'est attribué, en l'occurrence, donc en tant que concepteur en ligne. Voilà, donc c'est un badge qui atteste que j'ai su concevoir en fait un cours en ligne. Et il peut être endossé par une structure, voilà, d'office, mais il peut être aussi après endossé par des usagers qui vont pouvoir, on va dire, accréditer un petit peu ce que décrit ce badge au fil du temps. Et là, vous voyez qu'il y a la notion de date, donc ce qui est extrêmement important. Ça veut dire que l'endossement, en fait, il ne va pas être au moment où j'ai reçu ce badge, mais en fait, il peut être sur une ligne de temps en fait assez longue. Et ça, c'est une notion qui pour moi est extrêmement intéressante en fait avec l'usage des badges. C'est qu'on va pouvoir reconnaître des rôles, des talents, des compétences, etc. Mais pouvoir les rendre visibles, rendre visible aussi un petit peu la façon dont chaque bénéficiaire donc, les utilise et rendre visible dans le temps, entre autres avec l'endossement. Parce que le fait d'avoir reçu un badge et d'avoir eu plein d'endossements, par exemple il y a 2 ans, et depuis 2 ans, rien du tout, va montrer certaines choses par rapport à un badge où il y a des endossements en fait, qui augmentent au fur et à mesure. Voilà. Voilà, donc ce mécanisme d'endossement, il est quand même très important, surtout sur le sujet là, des compétences transversales. Voilà. Le processus, donc là, je vais aller un peu plus vite sur ce sujet. Donc, on a jusqu'à Bertrand, j'ai jusqu'à 45, c'est ça? J'essaye de grappiller 2-3 minutes, non? 40? OK. Donc, pas de souci, j'ai juste l'intervention après très courte, c'est très bien. OK. Donc, sur le schéma, donc sur comment est-ce qu'on délivre des badges. Donc, il y a le schéma traditionnel, c'est-à-dire qu'il y a une organisation et qui délivre des badges en fait à des bénéficiaires. Voilà. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle aussi des fois le schéma descendant. Voilà. Il y a un autre schéma qui est beaucoup plus intéressant, à mon sens, c'est le schéma dynamique et qui part en fait du bénéficiaire. C'est-à-dire qu'on a des badges qui sont là, qui sont à disposition, et c'est le bénéficiaire qui, lui, va être acteur dès la première étape, et c'est lui qui va aller demander en fait ce badge. La demande de badge, elle peut se faire par un formulaire, ou soit de façon automatique, mais ça peut être par un formulaire. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir recueillir donc, des informations, c'est-à-dire pourquoi il demande ce badge, dans quel contexte, est-ce qu'il a des preuves en fait, à apporter. Ensuite, le bénéficiaire va soumettre donc, sa demande de badge et la demande elle va être validée soit par des personnes ou soit ce sera une validation en fait, automatique. Voilà, qui repose sur la confiance. Et le badge est ensuite délivré en fait, aux bénéficiaires. Voilà. Donc ça, c'est un schéma qui est assez intéressant, puisqu'il part entre autres du bénéficiaire. Et il y a un troisième schéma qui, à mon sens, est le plus prometteur, qui peut nous déranger voilà, de temps en temps, qui est le schéma émancipateur. C'est-à-dire que ça part de l'individu, et c'est l'individu lui-même donc, qui crée son propre badge, qui va alimenter son badge de preuve, et c'est lui-même, après, qui va aller chercher en fait, des endossements. Ce qui veut dire que dans ce schéma-là, la valeur du badge, en fait, elle ne va pas être uniquement liée en fait, à l'émetteur, mais c'est en fait à son... C'est à la faculté en fait, du bénéficiaire d'aller chercher des endossements en fait, sur ce badge. Par exemple, moi, si
Si je fabrique un badge concepteur de cours en ligne, donc l'émetteur, ça sera Fabien Pacreau, le bénéficiaire, ça sera Fabien Pacreau. Donc effectivement, ça fera un peu bizarre, on va dire, mais sur quelle légitimité en fait il s'attribue ce badge. Par contre, si je commence à avoir au fil du temps plein d'endossements et de gens qui attestent qu'effectivement tous les cours en ligne que j'ai produits, ils sont de qualité, qu'ils ont appris des choses, etc. Donc là, on voit que la valeur du badge, petit à petit, en fait, elle va augmenter. Et moi-même, je vais pouvoir rajouter des preuves, en fait, dans ce badge-là. Voilà. Donc ça, c'est un schéma qui est extrêmement important, et surtout, je pense, sur les compétences transversales, qui est notre sujet d'aujourd'hui. Parce qu'on en parlera peut-être après, je ne sais pas si on aura le temps, mais typiquement sur des compétences comme la ponctualité, etc., c'est extrêmement difficile pour une organisation de dire à quelqu'un, oui, il est ponctuel, parce qu'on voit très bien que ça va être lié à chaque contexte. Par contre, on pourrait imaginer un schéma où un individu se crée un badge « je suis ponctuel », et c'est lui qui va aller demander en fait à tous ses maîtres de stage, employeurs, partenaires d'une association, etc., d'aller endosser ce badge. Et c'est les gens qui vont dire, bah oui, effectivement, il est ponctuel, etc. Voilà. Donc là, on voit que le schéma est différent. Et moi, il me séduit assez en fait pour tout ce qui est compétences transversales, quoi. Voilà. Donc sur la valeur, je vais passer assez vite, mais on voit qu'il y a différents schémas de valeur, donc qui est lié en fait à l'écosystème, qui peut être à l'écosystème du badge, qui n'est pas forcément uniquement lié en fait à l'émetteur. Et surtout, ce que je mettais, donc c'est à la vie du badge, en fait, à l'enrichissement que l'on va donner en fait au badge tout au long de la vie, quoi. Les fonctions, ça je vais passer assez vite là-dessus. Voilà, c'est peut-être un peu frustrant, mais voilà. Donc ça, c'est un exemple de la manière dont on peut enrichir en fait un badge. C'est-à-dire que quand vous avez votre badge, vous allez pouvoir rajouter des preuves, c'est-à-dire des fichiers, des liens, des images, etc. C'est-à-dire que le badge devient un petit peu un container, en fait, où on va l'alimenter au fur et à mesure, quoi. C'est Serge Ravet qui prenait cet exemple là, du Tamagotchi. Je ne sais pas si tout le monde se rappelle. C'est ce petit personnage qu'il fallait nourrir tous les jours. On pourrait imaginer qu'un badge qui est lié à une compétence transversale, on l'utilise sous ce format-là et on l'alimente et on va chercher des endossements comme ça au fil du temps, quoi. Donc, ça permet aussi de relier donc, des individus. Donc, il y a la partie sociale d'un badge. En fait, dans un badge, on voit aussi tous les bénéficiaires de ce même badge. Et on peut aussi donc les retrouver sur une carte. Voilà. Et ce qui peut être intéressant, en fait, ça veut dire que le badge aussi peut être un outil de connecteur social et de regarder qui d'autre a les mêmes compétences que moi, par exemple, sur un projet, etc. Voilà, donc ça c'est sur la partie présentation de badge. Donc sur les usages, donc on a dit on peut l'afficher dans la galerie d'un passeport. Ceux qui ont fait le module 101 se sont ouverts en fait un environnement de reconnaissance. Enfin, c'est ce qu'on appelle un environnement de reconnaissance qui est Open Badge Passport. Donc là vous avez vu que vous pouvez stocker tous vos badges dessus, voilà, que vous pouvez même créer des pages de badges, un petit peu comme un portfolio. Vous pouvez utiliser les badges aussi dans un CV. Voilà. Comme c'est une image numérique en ligne sur Internet, ça veut dire que sur le CV, vous pouvez mettre soit des QR codes, soit des liens. Vous pouvez faire des liens vers des pages qui sont des pages thématiques. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut même faire son CV en fait, sur son passeport. Comme c'est une image, on peut aussi l'utiliser dans les réseaux sociaux ou sur des sites web. Voilà. Donc, on voit que le format image en fait, est extrêmement intéressant pour pouvoir le distiller un petit peu dans plein de supports. Et ça peut être utilisé dans tout un tas de projets. Et je voudrais juste conclure prendre les 2-3 dernières minutes qui me restent sur l'aspect communauté, en fait, des badges, communauté qui peut être internationale, nationale ou régionale, et sur le fait qu'en Pays de la Loire, donc on a quand même tout un collectif qui s'est mis en place depuis le 30 avril 2018 et qui regroupe en fait plusieurs partenaires en fait en région
et l'objectif en fait de ce collectif en fait est de créer du lien en fait entre différentes approches de reconnaissance et de permettre en fait à tous les bénéficiaires de badges en région d'avoir un schéma de reconnaissance en fait sur le territoire. Voilà. Si je prends l'exemple d'un badge sur l'engagement citoyen, en fait, on peut être engagé sur des actions citoyennes dans une association, mais aussi dans un établissement, dans une structure, dans une collectivité, etc. Et l'idée, en fait, du collectif, c'est de travailler, en fait, ensemble, comme ça, sur des projets communs et de donner du sens, en fait, aux bénéficiaires. Je passe assez vite là-dessus. Hop. Donc, on a un site pour le collectif Badgeons les Pays de la Loire et on organise en fait des webinaires tous les mois. Voilà. Et je vais juste aller sur la page des défis de cette année. Voilà. Donc, sur le collectif, on a travaillé cette année sur deux grandes thématiques. Donc, c'est l'engagement citoyen, parce qu'on s'est rendu compte qu'entre tous les bénéficiaires, donc on avait un besoin comme ça d'avoir une lecture commune de ce que c'est que l'engagement citoyen et permettre comme ça à un élève, par exemple, un élève qui a un badge d'engagement citoyen dans un lycée, s'il va à l'université, de pouvoir toujours le valoriser, d'aller dans une entreprise, etc. Donc là, on voit très bien l'importance en fait d'avoir un écosystème cohérent en fait sur un territoire. On a un autre sujet aussi sur les pratiques numériques. Voilà. Et sur ces deux sujets, on a pour ambition donc, de créer des murs de badges, c'est-à-dire que quelqu'un en région Pays de la Loire pourrait demander des badges qui viennent de l'enseignement agricole, d'un campus, de la Fondation Orange, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce badge reflète ce qui fait ou ce qui l'est, mais non pas forcément qu'il soit associé à la structure où il a demandé à l'instant T. Voilà. Et c'est là où on voit que la dimension territoriale, elle est extrêmement importante et intéressante, parce qu'on sort un peu la reconnaissance de la structure et on s'attache en fait vraiment à ce qu'on veut reconnaître, mais à la personne qui le demande. Voilà. Et je vous passe tous les détails, mais de toute façon, le diaporama, là, vous y aurez accès. Et donc, ça, c'est l'ambition pour 2021. Donc, c'est d'inviter le maximum de personnes en fait, en région Pays de la Loire à créer son environnement de reconnaissance. Et comme ça, petit à petit, en fait, à s'acculturer en fait, à ce nouveau schéma de reconnaissance, quoi. Voilà pour moi. Et vous aurez une troisième page avec plein de choses à faire. Et c'est bon pour moi, Bertrand. Merci Fabien. Du coup, on va donner la parole à Sandrine qui va donner une illustration. J'ai vu qu'il y avait un certain nombre de questions dans le pad. Alors, continuez, on va y répondre. Alors, soit en fin de webinaire tout à l'heure, soit autrement, on s'engage à y répondre dans les jours qui viennent et à envoyer à tous les participants donc, cette foire aux questions, entre guillemets. Donc peut-être Sandrine pour poursuivre, effectivement, vous avez aussi engagé donc, dans le campus des métiers et des qualifications de la mode une démarche sur les open badges. Peut-être nous dire aussi quel était le sens d'engager ce travail-là, la genèse un petit peu de cette démarche-là, et puis tu as un diaporama à nous partager aussi. Oui, mais tu m'as désactivé le partage. Mais c'est pas grave, je peux faire son diaporama, c'est pas grave. Non, on va te permettre de repartager. Est-ce que là, tu peux le faire? Ça y est. Super. Parfait. Désolé. Alors effectivement, sur le campus, d'abord peut-être resituer un petit peu mon activité. Donc je suis là effectivement à titre d'exemple, mais je suis directrice opérationnelle du campus des métiers des qualifications des industries créatives de la mode et du luxe. Alors un campus des métiers des qualifications Quesaco, c'est un dispositif qui émane d'une volonté partagée de la région et du rectorat,
ou du rectorat de la région, dans le sens qu'on veut, de développer un réseau d'entreprises, un réseau avec des établissements et des institutions pour répondre à des besoins, à un besoin territorial de développement des compétences, des formations, des emplois sur une filière donnée. Donc, pour ce qui est du campus des industries créatives de la mode et du luxe, eh bien, c'est sur la mode. Donc, ça ne veut pas avancer, si ça veut avancer. Les industries de la mode, on est sur un tissu industriel, donc très ancré sur une tradition industrielle, avec des formations du CAP au Bac+3, des formations Bac Pro qui, quand le campus a été initié, étaient marquées par une industrialisation, enfin, le référentiel était porté par une industrialisation déportée, c'est-à-dire déportée dans des pays où s'effectuait externalisée dans des pays où s'effectuait la fabrication. Pour autant, sur le luxe, qui est très très présent en région Pays de la Loire, eh bien, la fabrication reste française et très locale, ce qui a provoqué des écarts entre la pratique professionnelle et les exigences luxe des entreprises. Donc, nous avons pallié à ces écarts en activant des leviers tels que la formation des enseignants qui intègrent aujourd'hui des exigences luxe dans leur parcours de formation sur tous les niveaux de formation, qu'on soit du niveau CAP au niveau Bac+3. Pour autant, on a toujours des difficultés à intégrer les jeunes dans les industries. Donc, il est venu sur des échanges le temps de valoriser les compétences des jeunes et de valoriser également les entreprises d'accueil. Et c'est là que, par rapport à la présentation que vient de vous faire et puis Jacques avant, eh bien, moi, je vous propose de participer avant de vous dire ce que l'on est réellement en train de mettre en place, c'est de vous proposer un petit jeu, entre guillemets, c'est-à-dire par rapport à ces présentations et la petite présentation que je viens de vous faire, eh bien, d'aller sur WooClap. Alors, WooClap, c'est un outil qui va vous permettre de faire des nuages de mots. Et alors, le chat, pardon. Je vais vous mettre dans le chat excusez-moi, j'ai perdu mon chat. C'est bon, Je vais vous mettre dans le chat le lien avec WooClap. C'est bon, pardon, merci. Et donc, du coup, vous allez pouvoir accéder à WooClap. Et moi, je vous partage l'écran WooClap pour que vous voyez un petit peu le résultat. Donc, l'idée, c'est d'aller sur WooClap, de répondre à la question. Bah, très clairement, comme ça, en 2 mots, qu'est-ce qu'il vous vient à l'idée en tant que compétence transversale qui pourrait valoriser les jeunes, qui pourrait valoriser les entreprises? 2, 3 mots. Et puis, maximum, vous citez ces mots. Et puis moi, je vais afficher ces mots au fur et à mesure que vous allez les faire apparaître. Donc, je repartage mon écran. Et ouais, ça vient tout seul. Vous voyez comme quoi c'est facile. Partage en cours. Ok. Il arrive, il arrive. Alors, au fur et à mesure que vous rentrez des mots, bien sûr, les mots qui sont cités plusieurs fois eh bien, apparaissent en plus gros que les mots qui sont cités une seule fois. Donc, créativité doit être citée un certain nombre de Créativité, ça fois. ressort bien. Hein, mais... Ça ressort bien, effectivement. Alors, on se laisse 1 minute encore. Ce n'est pas nécessaire d'aller beaucoup plus loin. Vous êtes parfait. Alors, on va stabiliser un petit peu l'écran. Vous allez
vous pouvez continuer hein, sans aucun problème. Sur le campus de la mode, on a fait ce petit exercice et de la part des entreprises, il est apparu la nécessité de valoriser les jeunes pour leur implication dans l'entreprise, c'est-à-dire leur savoir-être dans l'entreprise, plus que la technicité à laquelle vous faites parfois référence. Donc la rigueur, la minutie, ce sont des choses qui sont ressorties. Et puis, ce qui est ressorti, c'est un ensemble, c'est-à-dire un stage. Par exemple, un stage remarquable, c'est-à-dire que un jeune qui a fait preuve de rigueur, un jeune qui a fait preuve de minutie, de sensibilité, ce sont des termes que vous avez à l'intérieur du booklab que vous venez de remplir. Eh bien, ces jeunes-là se verraient attribuer un badge qui pourrait être initié par une première entreprise, endossé par d'autres entreprises au cours du parcours des jeunes, pour valoriser cette capacité à être minutieux, à être sensible au luxe, à être sensible au beau, à être sensible à être rigoureux, à être ponctuel, à être réactif. Ce sont des choses qui sont effectivement ressorties. Comme quoi, vous, en quelques minutes, 50 minutes sur les open badges, eh bien, vous en savez autant que ce dont il y a besoin, on va dire, de savoir pour créer un badge. Et vous êtes en capacité, là, au travers de quelques minutes d'échange, de pouvoir créer un badge. C'est là que nous avons travaillé, nous, sur le campus de la mode, à vouloir effectivement créer un badge de manière à ce que les industries, ce réseau, les industries comme les enseignants, puissent partager un référentiel. Alors, sur quelques badges, on est a priori sur 3 badges, donc un stage remarquable pour les entreprises, un badge qui serait relayé par les enseignants, chef-d'œuvre de qualité ou chef-d'œuvre remarquable. C'est-à-dire que les jeunes en bac professionnel ont un chef-d'œuvre à réaliser. En BTS, ils ont aussi des tenues à réaliser. Donc, l'idée, c'est de pouvoir être sur quelque chose de remarquable, c'est-à-dire qui a mobilisé des capacités luxe. Et puis, un troisième qui pourrait être un label d'accueil des entreprises qui est encore à définir, celui-là, parce que beaucoup plus délicat. Les jeunes pourraient être un petit peu plus sévères que nous sur le jugement des entreprises. Donc, c'est là où on est un petit peu réticent, on va dire, mais au moins sur 2 badges à créer et qui seront mis en place à partir de 2021, année civile 2021. Donc, pour donner un exemple de ce qui est fait au sein du campus de la mode. Ok. Je n'avais que quelques minutes. Super, merci Sandrine. J'espère que cette illustration, elle a permis aussi pour les uns et les autres de mieux voir un petit peu les enjeux et à quoi peuvent servir les badges. Fabien, il y a un certain nombre de questions sur les badges, justement. Peut-être que tu as commencé à y répondre, peut-être pu apporter quelques réponses. Oui, alors sur la première question qui était sur où trouver un formulaire, alors, je ne suis pas sûr de bien avoir compris la question. Si la personne qui l'a posée veut intervenir, il n'y a pas de problème. Donc, j'ai donné un exemple en fait, de formulaire. En fait, le formulaire, il est lié en fait à un badge, donc il est lié en fait à un émetteur. Et là, j'ai mis un exemple, par exemple, du badge je soutiens Badgeons les Pays de la Loire. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que si vous voulez soutenir ce collectif, voilà, donc vous pouvez demander ce badge en fait de soutien, qui est juste un badge de soutien. Il y a aucun engagement derrière, mais c'est un très bon révélateur en fait pour savoir qui est intéressé par le projet. Donc le formulaire en fait il est lié en fait à l'émetteur et il se trouve à l'endroit où l'émetteur va proposer ce badge. Et c'est là où nous, sur Badgeons les Pays de la Loire, on a l'ambition en fait, on a commencé à faire donc des murs de badges. En fait, c'est une page web où on arrive et où on peut demander en fait plusieurs badges. Et donc, on clique du coup sur plusieurs formulaires qui sont liés à des pratiques numériques, à de l'engagement citoyen, etc. Après, il y avait une deuxième. Est-ce que c'est bon pour cette première question? Alors, Monsieur Le Gallou, vous posez peut-être une question? Non, en fait, Fabien Pacro vient d'y répondre. C'était cette notion de mur de badge que je sais pas très bien, mais du coup, ça me parle un petit peu plus. Ouais. Voilà. Donc, en fait, pourquoi on a eu l'idée de ces murs de badge on s'est dit, si on raisonne en tant que Ligérien,
il y a peut-être plein de personnes qui, par exemple, ont des pratiques numériques et c'est compliqué de savoir s'il faut aller sur une page de l'enseignement agricole, une page de l'université, etc. Donc, on s'est dit, avec tous les partenaires là, de Badgeant les Pays de la Loire, on va fabriquer un mur. Enfin, voilà, et là, on va déposer en fait tous les badges qui existent actuellement sur les pratiques numériques. Voilà. Mais on voit très bien qu'on sera limité. C'est pour ça qu'après, on a d'autres. Ça rejoint effectivement une des questions qui est posée aussi dans le Framapat sur est-ce qu'on a une vue sur le nombre d'utilisateurs des Open Badges, quel accès on peut avoir à ces données, et puis la question aussi est-ce qu'il y a des entreprises utilisatrices. Donc Sandrine Violette y a répondu un petit peu, hein. On voit qu'avec le campus des métiers des qualifications de la mode, ils travaillent avec les entreprises justement sur ces questions. Je pense qu'il y a d'autres exemples en région également, Fabien. Ouais, alors donc je ne sais pas, parce que je suis passé un peu vite tout à l'heure là sur cette diapo. Je vous ai dit que sur le collectif, on avait visé en fait 3 grands domaines cette année. Donc c'était l'engagement citoyen, les pratiques numériques, et le 3e domaine, c'est le lien avec les entreprises. Donc ça, c'est une partie qui est très peu développée pour l'instant, mais qu'on souhaite vraiment développer. Donc quand je dis nous, c'est les animateurs et les partenaires, hein. Il y avait Anne-Lyne de la Cato d'Angers qui était beaucoup intéressée aussi sur ce sujet-là. Donc le lien avec les entreprises. S'il y a des entreprises qui sont intéressées, soit pour avoir une bonne lecture des badges pour l'employabilité, voilà, parce que ça c'est la première phase en fait pour une entreprise, c'est comprendre les badges. Si quelqu'un arrive et postule sur un poste et présente des badges. Donc voilà, donc c'est comprendre en fait le fonctionnement. Et deuxième axe pour les entreprises, c'est est-ce que je pourrais utiliser les badges en interne sur le service RH pour rendre visible certaines compétences, quoi. Voilà. Et là, il y a IBM qui est extrêmement en avance sur le sujet. Donc, il y a plus d'1 million de badges en fait de délivrer et qui fait tout son système, toute sa gestion RH en fait avec les batchs. Et juste à ce titre-là, moi j'ai un petit exemple assez concret en fait sur l'usage dans une entreprise. On est souvent à la recherche de gens avec des compétences graphiques qui sont pas, et c'est des compétences qui sont pas dans les feuilles de mission, etc. Et si une entreprise déployait des badges sur des compétences comme ça transversales, comme je sais dessiner, je sais, ça entre autres, ça permettrait en fait de rendre visible des talents de gens qui sont juste à côté de nous et qui pourraient en fait à certains moments, sur certaines actions, en fait, contribuer. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple. Okay. Voilà. Il y avait une autre question sur les compétences. Oui, alors ça, alors la notion des compétences et référentielles, ça, c'est un grand débat qui va être très dur en fait à développer là, en 1 minute. Mais ce que je serais juste tenté de dire, c'est que oui et non, le référentiel, on peut utiliser les badges avec des référentiels, voilà. Mais ça, c'est ce qu'on a déjà l'habitude de faire. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est d'explorer tout le champ hors référentiel. Et ça, c'est des choses qu'on ne fait pas pour l'instant et sur lesquelles on n'est pas organisé. Donc, s'il y a plusieurs badges qui visent la même compétence, après, c'est ce que va en faire l'individu qui donnera toute la valeur en fait, au fil du temps. Voilà. Donc, c'est là on voit qu'il y a quand même une grosse différence sur l'approche badge, c'est qu'il y a quand même ce rapport au temps qui change, quoi. Voilà. C'est-à-dire que ce n'est pas le tout d'avoir eu un badge, je sais faire une fonction, je sais utiliser le tableur. Bon, ça, soit, mais on ne sait pas ce qui a été fait sur le tableur depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Voilà. Il y a effectivement des questions sur les infinités. Enfin, on peut faire des badges à l'infini. Effectivement, ça, c'est une question et puis peut-être de comment organiser les choses là-dessus. Tu peux peut-être en dire un mot? Ça, moi, j'aurais un petit exemple assez simple. Tout le monde utilise Internet. Le début d'Internet, les pages étaient rangées dans des dossiers.
Et puis, et si on se posait la question de est-ce qu'il faudrait que certaines pages sur Internet, ben, ça ne serait pas du tout ce que c'est actuellement. Donc, on pourrait faire le parallèle en fait avec les badges. Et ce qui est l'étude en ce moment et le CRI à Paris, là, donc est en train de travailler sur ce sujet, en fait, sur des moteurs de recherche de badges. Quand on voit qu'IBM est rendu à des millions de badges, etc. Donc, c'est là où il faut changer un peu de vision par rapport à la technologie. Le nombre et la masse ne sont peut-être pas des problèmes maintenant. Par contre, c'est la façon dont sont construits les badges avec des mots-clés, etc., qui vont pouvoir apporter des réponses, quoi. Voilà. Qui peut être déterminant, ouais. Ouais, C'est et les de ce que réseaux vont en sociaux faire aussi. les gens. Voilà. C'est les réseaux sociaux aussi derrière qui vont être activés pour les diffuser, pour ouais. les diffuser, pour les rendre lisibles, pour les valider et les reconnaître, hein, qui va faire derrière qu'un badge va être massivement utilisé ou pas. Mais c'est surtout ce que va en faire le bénéficiaire. Ouais. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister, c'est d'essayer de sortir de ce schéma de on donne, on prend et puis on valide. En fait, il n'y a pas de validation à l'instant T, quoi. Enfin, si, il y en a peut-être une, mais après, il y a la vie du badge derrière, quoi. Et je pense que ça, c'est la grosse notion qui change vraiment par rapport à ce qu'on est habitué de faire, quoi. Voilà. Si je peux me permettre un complément. Oui. Juste par rapport à cette question-là, moi je pense qu'un élément de réponse, c'est aussi le fait de bien intégrer que les badges sont uniques et propres à chaque utilisateur. C'est-à-dire qu'à partir d'un même badge et d'un même intitulé, chaque utilisateur va le personnaliser et ce badge-là va être une capture de ses différentes expériences et des différentes choses qu'il a pu développer. Donc en exagérant un tout petit peu, ça reviendrait presque à se dire est-ce que c'est pas un problème d'avoir une multiplicité de CV, par exemple? On ne se pose pas la question pour le CV. Les badges, il y a vraiment ça. Il y a vraiment le côté, chaque badge, une fois que l'utilisateur l'a obtenu, va le personnaliser. Donc, en fait, la multiplicité, au contraire, plus il y en aura, plus ça montrera la capacité d'un individu à personnaliser et à valoriser ses compétences, quoi. Tout à fait. Très belle remarque. Tout à fait. Ok, il est 12h05, on va conclure. Peut-être en un mot, si parmi les participants, Fabien, il y en a quelques-uns qui souhaitent aller un peu plus loin dans l'exploration et voir engager un travail, etc. Ils peuvent se rapprocher de vous, de Sandrine, comment on fait? De Badgeon Pays la Loire. Ouais. Alors moi j'ai mis un. Attendez, je vais vous partager mon écran là. Vous voyez mon écran là? Oui. Avec Et avec la maintenant, que dernière. faire? Ouais, voilà. Et maintenant, que faire? Donc là, je vous l'ai mis. Donc, vous pouvez aller donc en savoir plus sur les badges. Donc, il y a le site openbadge.info. Il y a le module 101 que certains ont suivi. Il y a le module acteur, donc qui permet de créer un badge soi-même, voilà, qui est disponible. Et sinon, pour tout ce qui est dynamique ligérienne, on vous invite en fait à aller sur le site BLPDL. Alors le nom, on l'accorde, il est pas très joli, mais Badgeon les Pays de la Loire, voilà, donc blpdl.openrecognition.org. Et là, vous avez dans la page, comment démarrer, enfin le guide, je crois que ça s'appelle. Qui est là. Donc, les guides, comment démarrer avec le collectif. Donc, vous avez plusieurs étapes. Entre autres, vous pouvez demander un badge de soutien. Et puis après, si vous avez un projet, vous pouvez demander ce badge et nous, on va essayer de vous recontacter et aussi de vous inscrire à la liste de diffusion qui est là. Voilà. Donc, si vous suivez donc, les étapes 1, 2, 3, ça serait super intéressant parce que plus on sera nombreux sur le territoire, plus on aura une culture commune du badge, plus ça sera facile en fait de rendre visible comme ça tout ce qui tourne autour des compétences transversales, quoi. Entre autres. Ok. Je propose qu'on conclue. Sandrine, tu avais un dernier mot? Vas-y. Oui, juste sur le module 101 et le module 102, les entreprises, elles ne sont pas forcément hyper informées sur les open badges. Effectivement, il y a IBM qui s'y est mis fortement, mais les entreprises du territoire ne sont pas forcément informées. Et un bon moyen de les sensibiliser, c'est de passer aussi par ces modules 101 et 102. Alors, elles tâtonnent un peu, mais globalement, derrière, elles peuvent y voir leur intérêt.
Voilà, et puis s'il y en a qui sont intéressés, on avait prévu avec Philippe Petitqueux là, de continuer donc les modules et de faire un module 103 ou 104, enfin même si les noms ne sont pas très jolis non plus, plutôt dédié aux entreprises en fait. Voilà. Ça, on trouve que ce sera intéressant sur je suis une entreprise, comment comprendre cette culture badge et comment les utiliser en interne. Donc, ça fait partie, vous verrez là dans mon diaporama, là, des ambitions aussi du collectif Badgeons les Pays de la Loire. Ce qu'on voudrait, c'est créer des guides et entre autres créer un guide pour les entreprises. Alors, s'il y en a qui sont intéressés pour travailler là-dessus, eh ben, on est tout à fait ouvert pour collaborer. Voilà. Ok. Eh bien, écoutez, merci à vous. J'espère que ça a répondu aux besoins des participants que vous étiez inscrits sur ce webinaire. Et puis, la vidéo sera en replay dans quelques jours sur le site Choisir mon métier pro. Et j'en profite aussi pour vous annoncer les prochains rendez-vous donc, de nos webinaires. Le 15 décembre, il y a un webinaire sur le service Rencontre Impro donc, qui met en relation des professionnels avec des personnes qui sont en processus d'orientation. Et puis le 17 décembre, un webinaire sur l'intérim en Pays de la Loire également. Et puis donc effectivement, je vous invite à regarder les ressources si vous voulez aller plus loin sur cette question donc, des Open Badges. Et donc merci Jacques, merci Sandrine, merci Fabien. Et bonne journée à vous tous.